Salut à tous, épisode 4 avec donc Parme sur Football Manager 2024. Et vous allez voir que dans cet épisode, je ne vais pas vous proposer le même type de choses que dans le précédent, pour des raisons assez simples qui vont arriver très vite. Toutefois, on sort d'une saison hyper satisfaisante, une saison de rêve avec cette équipe de Parme, puisqu'on a été champion et également on a gagné la Ligue Europa avec cette équipe donc nouvellement promue en série A. La raison est simple. Le jeu est probablement plus facile qu'il ne l'a été pendant très longtemps. Pour autant, mon entraîneur de départ n'était pas si fort que cela, puisque j'avais exprès choisi quelqu'un de peu compétent, mais essentiellement du type mentor, c'est-à-dire qu'il a une influence mentale, il motive, mais sinon, à part ça, pas grand-chose. Raison aussi, sûrement, la qualité des jeunes joueurs, qui finalement, dans un concept général de jeunisme qui est souvent présent dans les jeux comme ceux-ci, en fait sont très très vite très performants. Puis après il y a l'histoire de la spirale lorsque tout le monde est satisfait. Voilà, on voit ici, je vous ai remis les statistiques de mes joueurs en championnat, parce que pour moi la réalité elle est en championnat. C'est là qu'on peut le plus juger les choses, avec un excellent Daniel Naumov, avec, que dire, de Semedo, bien évidemment, de Circati, de Verbancic et Echeverry. Voilà, probablement les 5 joueurs qui tirent les autres vers le haut. Mais bon, à côté de tout ça, on a des gens très très solides. Donc l'été, sur Football Manager, c'est le moment où on prépare bien le terrain pour la saison suivante. Donc même si c'est pas d'un aspect passionnant, parce qu'on ne joue pas de match, etc. En fait, c'est presque plus important que tout ce qui va suivre. Vous avez vu que Semedo est meilleur buteur de Serie A. Donc, il va falloir assumer cela au niveau financier. Et d'ailleurs, ça va être la thématique des, en gros, 10 prochaines minutes, 10-12 prochaines minutes de cette vidéo. C'est de quelle façon est-ce qu'on va devoir gérer les choses pour assumer, on va dire, l'agrandissement, la, la hausse de statut en fait de tous ces joueurs qui ont quelque part un peu surperformé et qui vont avoir des attentes contractuelles très très importantes. Il y a également une chose que je veux faire tout de suite, c'est, tant que c'est possible, parce qu'après ce sera peut-être difficile et plus cher, m'occuper du cas Faticanti. Donc ça, c'est une opération qui est un petit peu chère pour nous, mais sur laquelle je vais essayer de négocier de manière, on va dire, au plus juste, tout en acceptant de lâcher pas mal d'argent. Vous voyez, la Roma est très gourmande, mais elle a raison, hein, parce que Faticanti, c'est très probablement un futur top mondial joueur à son poste, c'est-à-dire milieu défensif, plutôt en récupération. Et donc il va falloir accepter de lâcher pas mal d'argent. Donc je fais toujours, comme je vous le montre ici, un paiement échelonné, c'est-à-dire qu'on va en tout débourser 22 millions, mais on en prélève que 7,5 sur le budget de cette année, et puis le reste sera payé en 3 versements au cours des années suivantes. On va ensuite, j'avais un peu négocié avec l'agent à la baisse pour avoir peut-être des conditions salariales un petit peu insuffisantes. Donc j'accepte qu'il joue à son rôle préféré, dans son rôle préféré, à son poste préféré, pas de problème pour moi, c'est là qu'il est le meilleur. En revanche, voilà, on a essayé de lui donner un statut simplement important et non pas vedette, parce que les statuts, c'est très très important dans ce jeu-là, si on veut pas ensuite devoir gérer, je dirais, une vague d'insatisfaction et d'inquiétude de la part des joueurs. Après, il est très très difficile de s'en débarrasser quand on commence à avoir une mauvaise ambiance. Donc je pense que d'ailleurs, dans Football Manager, c'est l'ambiance dans votre équipe qui va être limite la chose la plus importante. Donc par rapport à ça, j'essaie toujours de surveiller ça, quitte à lâcher. En fait, je concède pas mal aux joueurs, sauf à partir du moment où ils ont franchi les bornes que je définis. À ce moment-là, ils partent. Mais sinon, on est quand même assez généreux. On refuse pas de prolongation non plus. Et on
on est plutôt dans la recherche d'harmonie, voilà, je dirais au sens large, quitte à, entre guillemets, paraître un peu faible pour lâcher trop de lest. Vous avez vu, les recrues ont été quand même très très performantes, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. La saison aura été incroyablement réussie. Même les joueurs qui ont plus un rôle de remplaçant ou qui sont jeunes, comme Martinelli, le gardien, Ulises Jiménez, le défenseur, ou même le portugais Gustavo Sa. Franchement, tout le monde a été à la hauteur, et quand ils sont rentrés en jeu, on aura été très performant. Le début d'année avait été en championnat, parce que c'est là que je trouve qu'on a vraiment le révélateur d'une saison. Début d'année mitigé entre match nul et victoire. Puis après, il y a eu cette période fin janvier, début mars, incroyable enchaînement de victoires. Et sur la fin aussi, on aura bien réussi. En Ligue Europa, eh bien, moi je trouve que la Ligue Europa, c'est toujours une aide en début de saison, parce que ça permet de bien lancer la saison en termes de victoires. Ça aura été tout à fait le cas. La Coupe d'Italie a été maîtrisée également. Et puis par contre, il n'y a que la Super Coupe d'Italie qui nous aura fait défaut. Voilà. Donc, terminé pour les bilans. Je dirais que c'est toujours intéressant de voir qu'au niveau des revenus, on a augmenté nos revenus. Je suis content de la vente de maillots aussi, parce que apparemment, ce sont exactement les joueurs les plus importants, hein, qui ont vendu le plus de maillots. J'espère que ça ira en croissant. On a une réputation aussi, je vais vous montrer dans un instant, qui est croissante. J'aime bien le 11 type, là, il est rigolo. Juste, j'aurais mis Verbancic à la place de Esteves. Mais à part ça, c'est assez fidèle à ce qu'on aura vu. Jeune Maturo aussi, en défense centrale, pourrait être en balance avec Lautaro Valenti, s'il fallait vraiment établir une hiérarchie, mais bon, j'ai privilégié Maturo. Et voilà, donc ça c'est le petit tableau d'honneur de la saison. C'est un truc que moi j'avais pas encore vu sur Football Manager, parce que ma précédente version c'était le 20, j'avais pas acheté dans cet intervalle de temps, et je trouve que c'est un ajout sympathique. En tout cas j'ai eu plaisir à le voir, voilà. Voilà, donc une fois tous ces bilans tirés, il y a une seule vérité, c'est comment est-ce qu'on va s'en sortir financièrement. Donc à ce niveau-là, j'avoue que ça a été le combat. Pour les objectifs, par contre, à venir, c'est pas difficile d'arriver à trouver une entente avec les dirigeants, parce que ils sont relativement modestes dans leurs attentes. Regardez, se qualifier pour la Conference League. Ça veut dire qu'en gros, ils veulent une première moitié de tableau, et ce pour toutes les prochaines années, hein, pour les 5 prochaines années. Donc on n'a aucune pression de ce côté-là. Au niveau comment dirais-je, l'équilibre d'équipe, faire attention au moral de Juric par exemple, qui pèse, de Nahuel Estevez également. Hein, voilà, donc on a des joueurs qui sont des vétérans, mais qui sont pas forcément à négliger, hein, même si ce ne sont pas ceux qui jouent le plus. Importance, peut-être que l'équilibre du vestiaire va être modifié par la suite. J'annonce mes ambitions qui plaisent apparemment à tout le monde pour la saison à venir. On est un peu plus ambitieux que ce que les dirigeants nous demandent, puisque j'annonce l'ambition d'aller chercher une place qualificative en Champions League. Ça me paraît tout à fait jouable d'être dans les 4, sauf, encore une fois, sauf tremblement de terre et des harmonies massives dans l'équipe, ce qui peut arriver, hein, ce qui peut arriver très très vite. Donc ouais, j'ai l'impression d'être sur la corde raide avant d'entamer cette nouvelle saison. Rapport d'équipe, ça sert à fabriquer le plan d'effectifs ensuite, donc ça c'est intéressant. Et ça y est, on commence avec nos prolongations de contrat. Donc, le Roumain Andrei Borza, arrière gauche, va être notre solide pilier sur le côté gauche de la défense. Il obtient sa prolongation de contrat avec un statut de joueur important. Dans la foulée, on officialise donc l'arrivée de Faticanti pour une somme assez importante. Je sais que je me fais brancher par les journalistes à ce niveau-là en conférence de presse. Moi, je crois que c'est pas un mauvais choix. Il suffira juste
d'arriver là encore à faire cohabiter au milieu de terrain les, les joueurs qui ont un statut important, c'est-à-dire Faticanti, Redondo, Vermoncic et Echeverri. Donc il y a essentiellement 3 places pour 4 hommes. Il va falloir faire de la rotation. Ensuite, sur le poste d'arrière droit, Filippo Missori me paraît complètement mériter sa prolongue et un statut de joueur important, même pas titulaire régulier. Donc sur ce poste-là, s'il faut faire des rotations, il n'y aura pas de problème. Le jeune gardien Martinelli, qui venait de la Fiorentina, on l'avait acheté là-bas, lui est encore assez peu gourmand dans ses demandes. J'essaie de le faire travailler dur à l'entraînement pour sa part. Ensuite, en termes de solde général, comme on a pris pas mal de primes, on est bien, on est très très serein. Après, attention, hein, une grosse partie de cet argent va être absorbée en transfert au cours de en contrat. Il va falloir payer des salaires au cours de l'année à venir. Vous voyez, on est seulement ici au 1er juin et il s'est déjà passé tout ça et un bon nombre de décisions super importantes pour la suite. Par expérience, je sais que la partie peut complètement chavirer du mauvais côté si on ne fait pas les bons choix, si on ne prend pas le temps de faire les choses proprement sur un tout début d'intersaison comme celui que je viens de vous montrer. Puis le mois de juin va se dérouler relativement sereinement. Tiens, on nous annonce un match officiel au 16 juillet là, contre Argentinos Junior pour ce Club Challenge Europe-Amérique du Sud assez nouvellement installé. Donc ça veut dire qu'il va falloir soigner ce match-là. Quelques-uns ont obtenu un statut supérieur grâce à des promesses que j'avais faites et dont ils ont satisfait les engagements. Attention, il va falloir aussi faire gaffe. L'excellente nouvelle du moment, c'est qu'à l'été suivant, on va récupérer un statut de joueur formé au club pour plusieurs joueurs très importants. Donc ça, c'est vraiment essentiel en vue de l'inscription, notamment en compétition européenne, et pouvoir inscrire plus de joueurs quelque part. Et on a augmenté notre statut, on a amélioré notre statut en Italie. On est 9e club le plus, on va dire, prestigieux. Hein. Ça veut dire que par exemple, Sassuolo ne peut pas nous racheter Missori, parce qu'en plus on est qualifié en Ligue des Champions, alors que eux, il leur reste encore une petite option de rappel. On l'avait acheté pour une bouchée de pain, faut s'en souvenir. Voilà, donc les petites récompenses. Le jeu est bien fait, parce que il nous maintient tout le temps en haleine avec tout un tas de choses. Moi, je définis les objectifs pour la saison à venir. Donc, on va essayer évidemment de passer le stade du championnat en Ligue des Champions. Pas de problème. À mon avis, on arrivera à être dans le bon wagon, quitte à passer par un barrage. En tout cas, j'y crois fort. Notez que pendant l'été, Semedo, entre autres, ne se repose pas, puisqu'il s'est relativement bien illustré, là encore, décidément, quelle carrière pour lui, au championnat d'Europe espoir, enfin des U21. On a Semedo dans l'équipe type, par exemple. Solde encore un peu plus positif, parce qu'on a encore reçu d'autres partenariats et encore un petit peu d'argent au moment d'aborder le mois de juillet cette fois. Et regardez, on va avoir officialisation de la signature du défenseur Luka Vuskovic. Lui, j'ai quand même de l'espoir. Il est très grand, il est très costaud et il y a de bonnes chances pour qu'il soit un vrai pilier défensif par la suite. On verra ce que ça dit. Faticanti, je vous avais dit, vous l'avez vu, que son achat était en cours de réalisation, ce qui veut dire qu'on a de moins en moins d'argent disponible, et puis je vais devoir là encore accéder à la demande de Luca D'Andrea pour ce qui est de la prolongation et la revalorisation de son contrat par la même occasion. Donc pas de problème, le statut nous paraît tout à fait gérable, hein.
régulier. Et je suis obligé de lâcher encore une fois pas mal d'argent en salaire pour Vivaldo Semedo en même temps. Vu les performances de ce joueur, il n'y a pas grand-chose à redire. Je rappelle à quel point il a été essentiel sur la saison qui vient de s'écouler, à l'image de ce magnifique but à la limite de la surface de réparation contre Napoli, qui avait été une des victoires les plus significatives de notre année. Donc voilà, il faut lâcher de l'argent. Et je pense que là, je suis sur la corde raide parce que j'ai pas mal de joueurs qui revenaient de prêt. J'ai dû en reprêter, quitte à ne pas optimiser les conditions de prêt. C'est-à-dire que là, vous voyez sur Urbanski, le Polonais, je prends de l'argent quand même, mais sur d'autres, je vais devoir les prêter à moins de 100% pour financer notamment les prolongations telles que celle de Gianluca Prestiani, notre ailier droit avec un statut de joueur important qui devrait, moi je l'ai aligné, je voulais pas qu'il dépasse le salaire d'Etcheverry, hein. Voilà, mais on commence à avoir deux mecs à 300 000, un à 275 000, un autre à 250 000, c'est Circati. Bref, on commence à lâcher de plus en plus d'argent en salaire. Ça, c'est peut-être l'aspect le plus inquiétant, si j'ose dire. Et vous voyez que, du coup, le solde, il est délicat. Il faut encore que j'arrive à prêter des joueurs à ce stade-là si je ne veux pas être en péril au niveau de mon équilibre salarial, ce qui génère ensuite une mauvaise appréciation de la part des dirigeants et des supporters. Donc ça veut dire qu'on commence déjà à savonner la planche, quoi, hein, sur laquelle on est en équilibre déjà relativement instable, hein. Donc attention, l'inquiétude grandit au moment où on prolonge aussi Maturo. Donc voilà, vous avez compris, nerf de la guerre, le fric. Le fric. Et ça va rester toujours du même style, hein. C'est-à-dire, voilà, au mois de juin, jusqu'au mois de juillet même, je me bats contre cette nécessité de faire de la place dans mon, je dirais dans mon budget de mon budget salarial plutôt. Alors, j'ai quelques bons joueurs, hein, comme Julius Beck. On a également le Hongrois Balog. On a quelques mecs qu'on peut prêter comme ça et qui peuvent nous rapporter un petit peu sur des prêts payants. Mais bon, déjà, quand j'arrive à refiler le salaire, je suis content. Tiens, un petit intermède, puisque début juillet, on se retrouve à jouer un match très intéressant. Je vais être franc avec vous, je n'en connaissais même pas l'existence. C'est pour vous dire le recul que j'ai pris par rapport au football depuis l'explosion comme ça de l'argent et qui m'en a beaucoup éloigné. Donc Argentinos Junior contre Parme, ça s'avère être une espèce de soucoupe intercontinentale d'avant, quoi, si on veut. Hein, une espèce de trophée entre les vainqueurs du type Europa League et l'équivalent en Amérique du Sud, puisque pour la Libertadores, c'est Boca, bien sûr, hein, qui l'emporte depuis 2 saisons. Donc, c'est un match où on va plutôt bien démarrer. On en a l'habitude. On marque souvent, j'ai remarqué, au début des mi-temps. Donc, c'est plutôt intéressant. Après, on va avoir un moment un petit peu plus calme, comme vous le voyez ici. On se rapproche de la 30e minute bientôt et on marque un deuxième but. Donc ça, c'est plutôt une bonne affaire. On va voilà, ici par Semedo, toujours, décidément. Quelle machine celui-là, mérite très très largement l'argent qu'on lui donne. À noter que je n'ai pas eu d'offre pour lui, hein. Personne n'a souhaité acquérir les talents de Vivaldo Semedo, donc ça m'arrange plutôt. Si c'était au mercato en janvier, que certaines équipes avaient essayé, en janvier 2025, mais rien à ce moment-là. Regardez ici un but ridicule, voilà, hop là, ça arrive aussi, hein, les buts ridicules sur FM. Et par contre, en fin de match, on va se faire un tout petit peu peur, puisque après avoir marqué un premier but, les Argentins vont en marquer un deuxième, mais bon, il est un petit peu trop tard pour qu'ils puissent revenir. Et ce sera donc déjà un premier trophée pour cette saison 2025-2026. Ça fait toujours plaisir. Ce match, il est inséré entre de nombreux matchs amicaux, parce qu'en fait, je joue beaucoup de matchs amicaux. Je veux arriver sur les premiers matchs de la saison
avec une forme la plus élevée possible. Hein. Je veux que les types soient vraiment physiquement très près. Il y a aussi des préparateurs physiques dont le job est très très établi. J'essaie toujours de prendre de bons préparateurs, ça me paraît évident. Ça s'appelle le Challenge Euro Amérique du Sud. Voilà. Voilà comment ça s'appelle ce truc-là. C'est que la 3e version à ce moment-là. Ce truc-là n'a eu lieu que 2 fois auparavant. Et on notera que quelques jours plus tard, j'arrive à prêter mon jeune gardien slovène, Martin Turk, sur un prêt payant, plutôt sympa. Il va aller à West Ham. Bon, je ne sais pas s'il aura le temps de jeu auquel on aurait pu aspirer, mais par contre, West Ham paye le prêt, et donc ça me fait une petite ressource d'argent là encore. On continue à superviser, on continue à avoir des petites envies en tête, mais surtout ici on bascule dans le positif au niveau du salaire. Ça c'était quand même pas une mince affaire. Et puis arrive, voilà, un moment crucial. Je vois que Fulham cherche à acquérir les services de mon gardien bulgare, Naumov. Je me dis, quel est ton prix ? Et là, j'essaye de négocier à 25 millions cash, comme ça, en une seule fois, sans paiement étalé. Et là, je me dis, 25 millions, mais ça me permettrait de faire beaucoup de choses, y compris de remplacer Naumov, qui, même s'il a été super fort dans la saison qui a précédé, je rappelle qu'on l'avait pris en plus gratuitement, hein, il était en fin de contrat. On avait recruté ce gars-là sans la moindre indemnité, à part l'indemnité de signature. Et puis on se retrouve, et à l'agent également, et puis on se retrouve finalement à faire une énorme plus-value sur ce joueur-là. J'ai quelques plans B, vous vous en doutez, parce qu'en fait j'ai quadrillé tout ce que je pouvais au niveau supervision de joueurs, et notamment, quelqu'un m'intéresse, c'est l'Italien Caprile. Il n'est pas, en fait, si inférieur que ça à Naumov, voire même, il est équivalent, voire plus intéressant, déjà à moyen terme. Et comme mon jeune Martinelli, là, n'est pas encore apte à assumer le poste de titulaire, je vais aller dans ce sens-là et essayer de convaincre l'agent de l'ami Caprile qu'on puisse quand même peut-être faire l'acquisition de ce gardien. La raison est simple, Barry est descendu en série B. Du coup, il avait une clause libératoire en cas de relégation, et on se jette facilement sur cette clause à 6 millions. Donc, j'ai envie de dire que c'est quand même une affaire en or, parce que essayer de prendre un mec quasiment aussi fort que celui qu'on vend et faire une plus-value de 19 millions, ça permet éventuellement d'aller acquérir d'autres joueurs comme Nedeljkovic. Ça, c'est un arrière-droit serbe que je supervise depuis quasiment le début de la partie. Au début, évidemment, il n'était pas intéressé d'aller chez nous. Et puis, il s'avère qu'en fait, maintenant, il y aurait moyen de trouver un arrangement. Tiens, un autre joueur, celui-là, je me l'étais fait prêter. Si vous avez vu des épisodes précédents, je me l'étais fait prêter. Et puis, il avait signé à Porto. Je m'étais fait prêter de Porto. Et puis, au final, donc le Milan AC ne l'avait pas gardé. Et au final, il y aurait moyen de le faire revenir. Donc c'est une opportunité, là aussi pour moi, qui est assez immense, d'arriver à doubler le poste d'arrière gauche, parce que même si le Roumain Borza fait du super bon travail, honnêtement, si on arrivait à prendre cet Italien, c'est tout bénef. Alors évidemment, ça a un prix, hein, c'est-à-dire qu'il va falloir aller compter bonus inclus dans les 15-16 millions environ. Mais je vois pas pourquoi je me priverais de cela, parce que si on commence à étaler les paiements, on n'aura pas grand-chose à débourser, et on sera encore, on aura encore gardé du budget transfert. Vous savez que j'aime beaucoup conserver du budget, j'aime beaucoup étaler mes paiements, voilà, hop, je supprime la possibilité de me demander des clauses de revente, et puis on va faire quelque chose qui est pas très loin des 6 millions de base, et ensuite un peu plus de 10 millions étalés en 3 paiements. Bon, eh ben, ça me paraît être financièrement très intéressant en fait. Et on va pas s'en priver. Je vais donc me retrouver à négocier avec le jeune Bartesaghi. Donc on attend juste
l'accord pour Naumov, mais apparemment j'ai réussi à plus ou moins le persuader d'accepter cet accord. Et du coup, on n'est pas si mal, on a de la chance parce qu'en plus, Caprile ne veut qu'un statut de remplaçant. Moi, ça m'arrange bien dans l'hypothèse où euh, le jeune gardien qu'on a, Martinelli, viendrait à progresser. Du coup, ça nous met pas trop la pression. On n'aurait pas de conflit, je dirais, entre nos deux gardiens. Du coup, j'ai deux gardiens pour la saison à venir qui vont avoir tous les deux un statut de remplaçant. Comme ça, je ne peux que satisfaire leurs attentes en termes de temps de jeu. Et ça me déstresse un peu par rapport à d'autres postes où il va falloir faire le yo-yo entre les différents joueurs. Et c'est pas évident quand on a par exemple deux mecs qui ont plus ou moins le même niveau sur le même poste, comme ce sera probablement le cas avec les deux arrières-gauches, que ce soit Bartezaghi avec lequel on est en train de commencer à négocier, qui n'a demandé, vous l'avez vu, qu'un statut de titulaire régulier, ça m'arrange beaucoup, là où le roumain Borza a quand même un statut de joueur important, donc il va falloir bien prendre en compte tout ça et répartir les temps de jeu de manière propre. On attend donc évidemment l'argent de Naumov pour pouvoir convertir en 3 arrivées, celles de Caprile, Nedeljkovic et Bartezaghi. Donc j'avais pas prévu, ça demande de reporter un petit peu les accords de transfert, hein, le temps d'avoir l'argent qui parvient de Fulham. J'avais pas prévu d'acheter ces joueurs-là, mais en même temps, là c'est l'occasion qui fait le larron, hein. Je pouvais pas cracher dessus et donc je me jette dessus en espérant qu'il n'y ait pas abondance de biens. Donc quelques jours plus tard, tout se débloque le 10 août, soit quelques jours avant le choc de Supercoupe d'Europe contre Liverpool. Naumov signe officiellement à Fulham. On va prendre 25 millions, 24 plus exactement si on enlève ce qu'on va donner au précédent club de Naumov. Il y a aussi des clauses là qui peuvent être rachetées parfois. Alors pour Bourneté, c'est pas fondamental. Par contre, pour Delemonaké, au lieu de payer 2 fois 900, si je paye maintenant un peu plus de 900, ça c'est les clubs qui ont besoin d'argent, la Samp elle a besoin d'argent ici, eh bien finalement j'économise sur le long terme de l'argent. Donc en plus on peut même racheter ces clauses-là parce qu'ils ont besoin d'argent immédiatement. Et nous, finalement, on a de la trésorerie, donc on peut sans problème lâcher ces clauses-là. Vous voyez, je rééquilibre un petit peu parce que comme je vais avoir l'équivalent de environ 400 000 par mois qui va signer chez nous prochainement, il faut que je prenne de la marge et qu'on soit quand même encore en positif au niveau de notre budget salarial. Donc je vous l'avais dit, voilà, match de gala à venir quelques jours plus tard, avec des attentes peu glorieuses de la part que ce soit des dirigeants ou des supporters, puisque cette rencontre face à Liverpool, tout le monde s'attend à ce qu'on la perde. Liverpool avait donc, vous l'avez déduit, gagné la Ligue des Champions en 2025 dans cette partie. J'y vais frontal, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Il faut aligner l'équipe type, hein, et puis après il faut prier très fort. Ça veut dire qu'on va toujours s'appuyer sur les mêmes hommes. Je vais juste démarrer avec Fatih Kanti, positionné en milieu récupérateur. L'Argentin Redondo rentrera forcément en cours de match, parce que son impact est vraiment important quand il rentre. Mais on va démarrer avec notre fraîchement, on va dire, acquis définitivement Fatih Kanti. En face, c'est coquin avec Osimhen, avec Salah, avec Diaz. Le milieu aussi, c'est un milieu 5 étoiles. Hein. Et puis, on va regarder un petit peu de quelle manière est-ce qu'on va se comporter face à cette équipe-là. C'est rigolo, il y a la Ligue des Champions à gauche, l'Europa League à droite, et puis au milieu, il y a la coupe pour le vainqueur de ce soir. On y va. Robertson qui prend d'entrée un carton jaune, c'est une super affaire pour nous. Du coup, Missori doit avoir un peu plus de liberté, notre latéral droit. Et il en profite ici pour s'échapper et glisser un ballon que Delemonaké n'a plus qu'à pousser quasiment dans le but vide. 1-0. Après, Liverpool réagit très très rapidement. Ici sur une très mauvaise sortie de balle de ma défense côté gauche. C'est un but très facile et rendu encore plus facile par
le fait que Martinelli soit encore pas super fort à ce moment-là, donc c'est une véritable passoire, là il s'est fait fusiller. Un partout, allez, on peut peut-être encore exister. Regardez, encore une très très mauvaise sortie de balle. Ici on se fait intercepter. Le truc qu'on apprend à ne jamais faire dans les écoles de foot, c'est remise dans l'axe, perte de balle et immédiatement occasion pour l'adversaire. Donc bah voilà, on s'est pas gavé sur ce coup-là. Mais égalisation dans les minutes qui suivent pour Parme, Missori, toujours celui par lequel le danger arrive dans ce match-là, Etcheverry pour Verbancic qui trouve la déviation de la tête de Semedo qui franchement est relativement miraculeuse. Donc, eh bien 2-2 à ce moment-là entre Parme et Liverpool. Et aïe aïe aïe, 3-2, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils sont forts. Offensivement, ils sont incroyables. Après, défensivement, je trouve pas que ce soit vraiment inouï, hein, Liverpool dans cette version-là. La preuve, on leur a déjà mis 2 buts en une mi-temps. Vous allez me dire, oh, mais non, on est des pipes alors parce qu'on en a pris 3 nous en une mi-temps. Oui, peut-être. Peut-être qu'on n'est pas aussi fort qu'eux, faut quand même l'admettre. 3-2 donc pour les Reds à la mi-temps. Il va falloir encourager un petit peu les joueurs et leur trouver une raison d'espérer pour continuer à se battre. Parce qu'après tout, à 3-2, il y a peut-être une égalisation accessible. Donc après, voilà, on va procéder à quelques petits changements. Eh ben non, regardez, pas besoin. Pourquoi? Parce qu'on a l'égalisation ici. Centre de Missori. Et c'est encore une fois Vivaldo Semedo de la tête. Incroyable. Le mec nous a claqué 2 triplés en 2 matchs officiels de début de saison. Je parlais de faire un petit peu tourner. On a des joueurs fatigués, donc il va falloir, voilà, ici, faire rentrer quelques joueurs. Je décalerai parfois Prestiani, mon habituel ailier droit. Il peut aussi jouer ailier gauche. Il faut souvent faire rentrer le portugais. Ça, j'ai remarqué. Le jeune d'Andrea sur l'aile droite est très fort. Et puis, je vous l'avais dit, entrée de Redondo. Voilà, très importante celle-là. Ça fait 4 hommes qui pourraient être titulaires en vérité, que je fais rentrer ici vers la 60e minute. On va ensuite, vous voyez, avancer vers la fin de match. J'ai dû faire sortir Maturo pour faire rentrer Lautaro Valenti en défense centrale parce que Maturo s'était blessé. Mais regardez, on atteint le temps additionnel. Voilà, c'est terminé. Il y aura donc une prolongation dans ce match entre Parme et Liverpool. Bon, bah, la saison, elle commence vraiment fort. Hein. On a d'entrée un match au couteau face à une des meilleures équipes d'Europe. Waouh! Donc, c'est assez stressant. Il faut quand même l'admettre. J'en menais pas large devant ce match-là. C'était pas comme quand on reçoit la Salernitana, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Et incroyable mais vrai, à ce moment-là du match, c'est-à-dire 97e minute environ, encore un but pour nous. C'est incroyable. C'est le triplé de Semedo. Oui, pardon, le triplé de Semedo, il arrive que maintenant. C'était Dele Monache qui avait mis le premier. Oh là là, on a quelques sauvetages miraculeux pour Martinelli qui a résisté tant bien que mal. Allez, il reste plus que quelques secondes pour aller valider comme ça cette super Coupe d'Europe. Donc, le 13 août, je crois, on prend un trophée. C'est plutôt, on va dire, flatteur. Je l'attendais pas, celui-là. Je pense que on n'était pas vraiment en droit de l'attendre. Après, le déroulé du match a fait que, finalement, offensivement, on a l'air d'avoir pas mal de possibilités. Et puis, il y a eu un moment où on a arrêté d'encaisser des buts. Donc, ça finit à 4-3. On va glaner non seulement un peu de prestige, mais également des points d'entraîneur pour mon Silent Gio, là, mon entraîneur du Parma. Et puis on va aussi ramasser un peu des thunes. Ça fait toujours du bien. Les finances globales, je ne parle pas du budget transfert ou alors du budget salarial, mais les finances vont très très bien. On est en très gros positif. Pour l'instant, tout se passe formidablement bien. Bien mieux d'ailleurs que je ne l'avais anticipé en prenant ce choix de Parme pour une partie sur Football Manager 2024. Signature quelques jours plus tard de Caprile, auquel on va donner des petits objectifs.
il est pas moins fort que Naumov. Il faut juste qu'il s'habitue à l'équipe, hein, et que les mecs sachent jouer ensemble. Mais il a même moyen de devenir meilleur que Naumov. Ensuite, Nedeljkovic, bah oui, on va valider. Parce que si je tergiverse, l'Angleterre va l'acheter, je le sens. J'ai déjà vu une offre de City qui a été refusée un mois plus tôt, heureusement. Hein. Heureusement, parce qu'à ce moment-là, j'avais pas du tout l'argent pour rivaliser. Et donc oui, on va confirmer cet achat de Costa Nedeljkovic, qui sera en... Ben, je ne vais même pas parler de concurrence, il sera en partenariat avec Missouri sur le poste de latéral droit. Et Dieu sait si c'est un poste super important dans mon système qui est globalement du 4-2-3-1, si on devait le qualifier. En tout cas, moi, c'est plutôt comme ça que je le vois. Et ben, on va le tester bientôt, notre ami Nedeljkovic. Ça va entraîner un mouvement. Cette signature de l'arrière serbe, Nedeljkovic, va entraîner un mouvement que je vais vous montrer dans un instant. C'est qu'il faut que je trouve du temps de jeu pour Jiménez. Alors Jiménez, Ulises Jiménez, c'était un achat de la saison précédente. Je vais le prêter pendant 6 mois, mais qu'on reconduira probablement, peut-être même à 1 an de plus, on verra, du côté de Boca. Donc ça, c'est une très bonne chose. Là-bas, il va progresser, il va avoir de très bons entraîneurs. Et puis nous, on verra de quelle manière est-ce qu'on le récupère. Beaucoup de choses auront sûrement évolué dans la rivalité naissante, forcée, hein, entre Nedeljkovic et Missouri. Et d'ailleurs, on va faire démarrer la saison à Nedeljkovic. Pourquoi ? Parce que Missouri a beaucoup joué. Il a joué tout le match, hein, contre Liverpool. Il y a eu prolongation. Donc 3 jours plus tard, contre Brianza, on n'a pas vraiment peur de ce qui peut se produire. Donc il faut absolument faire tourner. On a raison de ne pas avoir peur parce que dans les 5 premières minutes déjà, centre de Dele Monaké, et c'est presque une Madjer pour Vivaldo, mais non, il n'a pas mis le talon, hein, réellement, mais en tout cas, magnifique reprise orientée. Ensuite, on va atteindre sereinement la mi-temps sur ce score de 1-0. Donc pour le moment, je me dis, ouais, quand même, un deuxième but ferait du bien. On a fait un peu tourner, hein, quelques postes sur ce match-là. Il y avait moyen. Je ferai tourner dès que je le peux. Ici, Redondo, en reprise de deuxième mi-temps, qui ouvre sur l'ailier droit italien d'Andrea, qui ouvre son pied gauche pour venir chercher petit filet opposé. Donc magnifique. Après, on fait rentrer des jeunes, Remorini, enfin aussi des vieux avec tout Tino. Enfin, on fait tourner, hein, je vous l'ai dit. Il faut pas hésiter. L'Argentin Esteves également est rentré. Donc voilà, on donne du temps de jeu à certains joueurs qui, franchement, pourraient être super importants à un moment ou à un autre, et puis ont même été déjà importants dans la saison écoulée. Regardez, petit portugais, Gustavo Sá. Il y va souvent de son petit but quand il rentre en jeu. C'est un super sub, lui. C'est un super sub qui vient derrière Etcheverry dans la rotation, mon milieu offensif. Et ça finira à 4-0 l'histoire. Ok, il y aura un quatrième but, c'est un but contre son camp, c'est pour ça que je ne voulais pas montrer, il est un peu moche. Voilà, entrée en matière en Serie A donc pour cette nouvelle version de l'équipe de Parme, 4-0. Donc on officialise le prêt de Jiménez pour, dans un premier temps, 6 ou 7 mois, fin de saison argentine en fait. Hein. Et puis dans un deuxième temps, on s'autorisera peut-être à prolonger tout ça. Et puis comme ça, écoutez, on a moins de problèmes de concurrence, pas rendre les gens malheureux non plus. Quelques jours plus tard, c'est l'officialisation, enfin j'ai envie de dire, de Bartesaghi. Ça faisait quand même plus de 2 ans que je courais après, hein, ce joueur-là, donc on va bien se frotter les mains d'avoir réussi à obtenir sa venue, parce que Porto nous avait un tout petit peu mis dans l'embarras. Et puis quelque part, il vaut mieux l'acheter à l'étranger que l'acheter au Milan, parce qu'à valeur égale, on l'aurait payé plus cher au Milan, à mon avis, si on l'avait acheté au même moment. Il y a juste si on avait réussi à l'acheter avant, qu'on aurait payé moins cher, mais avant qu'il parte à Porto. Autant dire qu'à ce moment-là, on n'avait ni la réputation pour l'attirer, ni l'argent pour payer l'indemnité. Deuxième match de la saison,
de Serie A. À présent, ça se passe du côté de Sassuolo. Et on va là par contre aligner une équipe pas très très éloignée de l'équipe type. Alors, regardez, la défense, c'est la défense type. Le milieu, à part Redondo, c'est le milieu type. Et les ailiers autour d'Echeverri et derrière Semedo, c'est l'équipe type. Hein. Il ne faut pas trop plaisanter avec Sassuolo, qui est quand même assez dangereuse, je l'avais vu. Elle était une équipe vraiment top 10. Et donc visite du côté de Sassuolo, ça peut tout à fait se solder par une défaite. Surtout qu'on n'a pas encore de réelle cohésion d'équipe, incluant les 3 mecs qui sont arrivés très récemment. 0-0 à la mi-temps, un match où on n'est pas dominé, à part en possession, mais on a un petit peu plus d'expected goals. On va encourager tout ça parce que je suis sûr qu'il y a moyen d'aller chercher quelque chose en deuxième mi-temps. Tout va se jouer sur l'ouverture du score à mon avis. Donc toujours 0-0, 50e minute. On va avancer pour finalement se décider à aller faire des changements aux alentours de la 60e. On va faire rentrer plusieurs joueurs, vous l'avez vu. Donc décider de faire rentrer, changer les 2 latéraux. Évidemment faire rentrer Redondo, ça c'est capital. De toute façon, s'il démarre pas le match, il rentrera Redondo. Il est trop fort. Et puis après, voilà, on reste sur des standards habituels. Attention, on peut avoir des blessures. Par exemple, ici, Dele Monaké était peut-être touché au moment où Semedo arrive à marquer un but. Regardez, hop là, ça va rentrer en ligne de compte avant mon changement. Cette magnifique ouverture, sublime contrôle orienté de Semedo, qui va ajuster comme ça le gardien sur sa droite au gardien. Et c'est ainsi qu'on ouvre le score et qu'on va subir une égalisation très très rapidement de Sassuolo. Donc là, il n'y a pas grand chose à faire, c'est dommage, hein, juste. Ouais, il est fort, hein. Il est fort leur attaquant, leur buteur est pas mal. Hein. Et puis notre gardien, il a été un peu aux fraises sur ce coup-là. Moins fort que Naumov, j'ai quand même l'impression à ce stade-là, mais peut-être que dans 2-3 mois, il sera aussi fort. Hein. Et en fait, sur une action relativement anodine et peu glorieuse, c'est Echeverri qui va marquer un deuxième but qui m'arrange vachement. Est-ce qu'on va réussir à tenir jusqu'au bout? Par contre, attention, le temps additionnel, on peut prendre des buts dans le temps additionnel, même si je trouve que ça arrive moins souvent que dans d'autres versions antérieures de FM. Non, on n'a rien pris. On a finalement une victoire presque flatteuse. On gagne 2-1 du côté de Sassuolo. Superbe opération. Le match nul m'aurait été. Hein. Il n'y avait pas de problème. Hein. On va viser victoire à domicile, les matchs nuls à l'extérieur, dès qu'on joue contre une équipe un tant soit peu dangereuse. Après, sur des équipes un peu plus faibles, il faudra essayer d'aller s'imposer si on veut réitérer la performance de l'année passée. Vous voyez que la Fiorentina a encore un peu mieux commencé que nous cette saison. La différence de but, il nous dépasse. Et tirage au sort, très important ça, du groupe global de Champions League et surtout de la liste de matchs des 8 opposants qu'on aura. Nice, Fiorentina, PSG, Barcelone, Lugano, Tottenham, Madrid, Real et Feyenoord. Donc il y a évidemment moyen de se qualifier pour les barrages. Après, ça va être dur contre les gros. Hein. On prend encore 15 millions de primes là, pour l'admission dans cette première phase. Ce qui fait qu'on a un solde général tout à fait flatteur. Et quelques jours plus tard, le match est légèrement avancé par rapport au reste de la journée de championnat. On rend visite à l'Udinese. Udinese, c'est moins fort que Sassuolo. Hein. C'est une équipe à laquelle on avait notamment acheté Semedo en tout début de partie. Ils auraient vraiment pas dû nous le vendre. Mais est-ce qu'ils lui auraient fait confiance? C'est encore une autre question. J'ai bien peur que non, en fait. Hein. Donc on a bien fait d'aller le chercher, finalement. Et voilà, donc là, objectif, victoire si possible. Vous voyez, je transige pas. Hein. Équipe type en début de saison pour instaurer vraiment une belle dynamique. Et une fois que cette dynamique sera installée, alors on pourra peut-être faire un peu plus tourner. Verbancic qui ouvre pour Semedo, contrôle poitrine orienté, frappe violente du gauche. Waouh!
On est en mode Christian Vieri là, sur ce coup-là. On atteint la mi-temps à 1-0, un match assez fermé tout de même avec peu d'occasions. Et en deuxième mi-temps, c'est Verbancic qui va y aller de sa petite percée. Comme on est en la trêve internationale quelques jours plus tard, je me suis permis de le laisser sur le terrain jusqu'au bout du match cette fois-ci, alors que d'habitude j'ai tendance à le faire sortir vers la 60e quand il y a des gros enchaînements de matchs. Et bah tiens, tant mieux. Une passe, un but pour notre talent croate. Voilà. Qui est né avec nous depuis le début de l'aventure. Hein, comme Semedo, hein, lui. Voilà, on va s'arrêter là, hein, sur cette victoire. À la prochaine vidéo de cette série parmesane, je vous proposerai bien évidemment toute la suite avec l'automne, l'hiver. Où on va devoir essayer de batailler pour rester le plus haut possible au classement en Serie A et puis également bien figurer en Ligue des Champions. La Coupe d'Italie, ça commencera plus tard pour nous, avec aussi cet énorme objectif de gestion, hein, de l'effectif pour essayer de contenter tout le monde et pour pas se retrouver avec des mecs mécontents, parce qu'à ce moment-là, ce serait le début de la fin. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. À plus.